Est-ce que c'est pipeau, pas pipeau? Est-ce que si je demande aux gens tous les matins, es-tu content, choisis ton smiley, est-ce que ça m'apporte une information utile ou est-ce que c'est du n'importe quoi? Une partie des indicateurs, par exemple ceux qui mesurent la performance individuelle, ils sont très problématiques. Et beaucoup de gens en ont conscience qu'ils sont très problématiques. Si c'est une toile qui nous soutient, qui peut nous tenir, voilà, ça va nous rattraper si on tombe, quoi. Ce serait ma définition personnelle de l'impact. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes, chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr, et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de recevoir Laetitia Vito. Laetitia est autrice et conférencière sur le sujet du futur du travail. Et j'ai dévoré ses 2 livres, Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité. Et j'avais très envie de vous faire découvrir sa vision du monde. J'ai interrogé Laetitia sur la manière de construire une économie durable et comment en tant que chef je peux m'y prendre. Dans cet épisode, nous parlons donc de cette définition de l'impact positif et du rôle de chef, mais aussi d'indicateurs de pilotage d'entreprise, de la place des femmes, de l'évolution du monde du travail et d'optimisme. J'ai adoré cette discussion, car Laetitia sait parfaitement combiner prise de recul et exemples très concrets et réalistes. J'espère que cet épisode vous donnera des envies et des idées pour réinterroger la manière dont vous pilotez vos équipes et votre entreprise pour construire une économie à impact positif également. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Laetitia Vito et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Laetitia. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Laetitia, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette 3e saison qui a pour thème « Comment avoir un impact positif sur le monde ». Vaste programme. C'est d'ailleurs ma première question rituelle. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Alors j'aime bien cette phrase de Patagonia, enfin tu sais cette valeur de Patagonia qui était affichée sur les murs et qui dit cause no unnecessary harm. Et ça peut sembler pas très ambitieux d'avoir pour ambition de ne pas causer de mal, mais en fait je trouve que c'est très important ce unnecessary harm parce que ça te donne un guide sur tout ce que tu fais. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas justement des conséquences négatives ou délétères dans ce que je fais? Et qu'est-ce que je peux faire pour limiter ces conséquences négatives ou délétères? Et je trouve que c'est un bon guide, une première étape sans doute, mais extrêmement importante. Et puis après, si on veut aller plus loin, au-delà de juste ne pas causer de dommages, ce qui est peut-être trop minimaliste comme impact, comme définition de l'impact, moi, au cœur de ma définition, je mets la notion de soin, en fait, dans ma vision de ce que c'est que l'impact. Le fait de soigner, réparer, relier, recycler. Donc, c'est pas apporter quelque chose de nouveau, de supplémentaire, de machin. C'est prendre ce qui est là et le relier. Voilà, j'aime beaucoup la notion des femmes du lien, des gens du lien. Et j'aime bien faire des liens entre les idées, entre les gens, comme si tu construisais, comme construire une toile ou tisser une toile qui nous soutient, qui peut nous tenir, qui fait que ça va nous rattraper si on tombe, quoi. Un filet protecteur. Ce serait ma définition personnelle de l'impact positif. Tisser une toile, des liens, et finalement plus les liens sont forts, plus tu prends soin des liens, plus les liens sont forts et plus il te protège un peu, c'est ce que tu dis. Exactement. Laetitia, je t'ai invitée sur Chef parce que tu décryptes les évolutions du monde du travail. Moi, je suis très sensible à la manière dont tu le fais. Tu m'as personnellement fait prendre conscience du monde dans lequel on vit et tu m'as aussi donné un nouveau regard sur un monde du travail enthousiasmant, notamment à travers tes livres. Donc le premier Du labeur à l'ouvrage et celui que j'ai dévoré l'an dernier sur une plage à Belle-Île, pour te dire, c'était plutôt enthousiasmant aussi comme endroit de lecture, En finir avec la productivité. J'avais vraiment
envie de te recevoir sur ce podcast pour que tu éclaires les auditeurs et les auditrices de Chef et que tu puisses partager aussi avec eux et avec elles cette vision du monde du travail. C'est difficile de synthétiser tout ce que tu portes, les idées que tu portes et ta vision. Alors j'ai tenté une question un peu synthèse. Toi, qu'est-ce que tu espères pour le monde du travail de demain, Laetitia ? J'aime bien l'exercice de la synthèse, en fait. Je trouve que c'est un exercice intéressant et il faut finalement beaucoup d'années pour réussir à dire en une phrase ou en 2 phrases ce que tu espères pour le monde du travail de demain. Enfin, ce que j'espère pour le monde du travail de demain. Je vais utiliser les 2 livres que tu as mentionnés pour essayer de jouer à cet exercice de la synthèse. Je pense que le message principal dans Du labeur à l'ouvrage, c'est qu'on a besoin de retourner vers des valeurs de l'artisanat, que sont, la fierté d'un travail bien fait, l'autonomie, la dignité aussi du travail, toutes ces choses-là. On voit que c'est un débat qui s'est énormément posé autour de la contestation de la réforme des retraites. C'est que beaucoup de gens n'ont pas du tout l'impression d'avoir dignité, fierté, autonomie. C'est vraiment souffrance et mon Dieu, 3 années de plus, j'en peux plus. Et donc le message, c'est comment on fait en sorte d'aller du labeur, cette vision de travail pénible, etc., à l'ouvrage, celui qui t'apporte cette fierté, cette dignité d'un travail qui est épanouissant. Voilà, ça c'est en une phrase. Et puis le deuxième livre, en finir avec la productivité, il est proche du labeur à l'ouvrage, mais si je devais le résumer en une phrase, je dirais que, en fait, il y a énormément de travail de soins qui est essentiel, qui nous soutient tous, quand on aide les autres, quand on s'occupe de son foyer, de ses enfants, de sa communauté, etc. Mais tout ça, c'est du travail gratuit. Le fait que ce soit gratuit, c'est pas forcément grave en soi. C'est juste que c'est gratuit pour certains et pas pour d'autres. Et que ça fait qu'on ne valorise pas tout le travail invisible et que beaucoup de gens sont fortement pénalisés. Donc, notamment, beaucoup les femmes sont pénalisées dans cette dichotomie-là entre le travail gratuit et le travail payant. Donc, le message, c'est valoriser le soin qu'on apporte et qui permet le travail productif de tout le monde. Donc plus de dignité, fierté. Ouais, dignité, fierté, tu vois, tout ce que tu mets derrière l'artisan. L'artisan, c'est un travail, c'est l'amour du travail bien fait, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-faire qui t'appartient à toi, c'est le fait de réconcilier la tête et les mains, c'est le fait d'être autonome, d'être responsable, d'être créatif et d'en vivre. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et en même temps, quand je t'écoute, ces notions d'artisanat, je te posais la question de qu'espères-tu pour le travail de demain ? On peut avoir un peu l'impression de se dire, c'est ce qu'on vivait, c'est ce que nos grands-parents peut-être vivaient. Est-ce qu'on espère pour demain ce que nos grands-parents vivaient ? En fait, nos grands-parents ne l'ont pas forcément vécu. On aurait tort d'idéaliser un peu trop le passé parce que ce modèle de l'artisanat, il a toujours été très minoritaire. Et quand tu regardes, récemment, j'ai regardé un documentaire très très intéressant sur la révolte des canuts, ces ouvriers de la soie à Lyon. Qui étaient des artisans avec un niveau de maîtrise incroyable. Ils étaient maîtres de leur outil, ces grandes machines, ces grands métiers à tisser, les métiers jacquard par exemple. Mais ils étaient complètement écrasés par les négociants qui leur donnaient la matière première et qui récupéraient la matière. Et donc ils étaient totalement exploités, d'où leur révolte. Et donc le fait d'être artisans et mettre leur savoir-faire ne disait rien des rapports de force qui s'exerçait entre les différentes parties prenantes et notamment les bourgeois, les soyeux qui avaient la matière première et qui vendaient le travail extrêmement précieux de ces canuts. Donc il n'y avait pas la dignité, il n'y avait pas de maîtrise sur l'agentivité, sur ce qu'ils gagnaient. Il y a des périodes où ils crevaient de faim, etc. Donc n'idéalisons pas trop tout cela. C'est que globalement, quand on se tourne vers le passé, on a envie d'y voir une utopie merveilleuse où tout le monde était artisan. Je pense qu'en général, c'est plutôt l'essentiel des gens avaient faim quand même. Faut pas l'oublier. Si ça a évolué, c'était aussi pour une bonne raison. Ouais, exactement. On a quand même démocratisé déjà la nourriture, l'accès à la santé. Il ne s'agit pas de pas perdre cet héritage-là, qui est notre héritage moderne du XXe siècle. Ça a quand même apporté des choses très très utiles. J'aimerais aussi avoir ta vision sur le rôle de chef.
Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais ce rôle ou cette fonction? Alors, c'est marrant parce que quand je vois chef, quand je lis chef, à chaque fois, je ne pense la première chose à laquelle je pense, c'est toujours le chef en cuisine. Et finalement, je me suis dit, plutôt que de ne pas en parler, je me suis dit que j'allais en parler du chef en cuisine. Parce que le chef en cuisine, il y a une dualité qui est très très riche d'enseignements pour tous les autres chefs, même qui ne sont pas en cuisine. C'est que ça allie deux exigences très particulières. Les chefs de restaurants étoilés, par exemple, c'est des grands créateurs, c'est des artistes. Donc il y a des moments où ils vont imaginer le menu de la prochaine saison, où ils vont partir dans tous les sens, rencontrer des producteurs, créer, libérer leur force créative, avoir des idées, tester, itérer, gaspiller je ne sais pas combien de produits, de matières premières pour voir quelle va être la meilleure cuisson possible, etc. Et puis, à un autre moment où ils vont être en cuisine, une fois que toute la partie de création est faite, et où là, tout est réglé au millimètre, au couteau, et où on est un peu un modèle quasi de l'armée, où l'exécution n'a pas le droit à la moindre erreur. On n'est pas là pour innover, on n'est pas là pour itérer, pour tester, on est là pour exécuter au plus haut niveau de perfection pour que ce soit parfait, rapide, fiable, que les gens soient bien servis, que ce soit au plus haut niveau de qualité et qu'on gaspille pas la matière première. Tu gaspilles pas des truffes, tu gaspilles pas voilà, surtout quand c'est des très très bons produits, tu gaspilles pas. Et chacun son rôle en cuisine. Et c'est un ballet extrêmement bien orchestré parce qu'il faut pas qu'ils se cognent les uns aux autres, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur qui fait quoi. Et ce qui est dingue avec ce modèle de la cuisine, c'est que c'est deux choses qui paraissent complètement incompatibles. Et en effet, c'est deux choses qui se passent à des moments différents, dans des espaces différents, mais qui ont pour point commun le chef. Et ce que ça dit, c'est que, en fait, ces deux modèles-là, le modèle très pyramidal de l'armée, chacun son rôle, ça s'improvise pas, on est dans des marges faibles, il faut tout optimiser, il faut le plus haut niveau de qualité, ça existe toujours dans beaucoup de domaines. Et ça nécessite des compétences de chef très particulières. Mais d'un autre côté, celui de créer, imaginer quelque chose de nouveau, surprendre les gens, innover, et pour ça, accepter qu'il faut aussi gaspiller du temps parce que tu dois tester. Tester, ça veut dire que tu n'es pas au plus haut niveau et que tu recommences, tu as le droit à l'erreur, etc. Dans le monde de la cuisine, les deux choses se mélangent pas. Et dans beaucoup d'autres secteurs, ça se mélange un peu et on sait plus très bien où on va et où on est. Et le chef de demain, les chefs de demain, ils doivent composer avec cette dualité. Dans un cas, être plutôt d'un côté, plutôt du côté créatif, dans l'autre, plutôt du côté assurer l'exécution d'un ballet parfaitement orchestré. Je trouve ça très compliqué de donner un rôle, même si j'ai envie de te dire que on s'éloigne un peu plus du modèle de la cuisine où chacun a son rôle bien défini et qu'on va plus du côté de la création où on teste, où on apprend, où on improvise aussi peut-être. Et que du coup, je suis très inspirée par les définitions du leadership, tu vois, allant dans le sens du servant leadership, tu vois, cette idée du chef leader qui est là pour inspirer les autres, les aider, les soutenir, les soigner, on revient sur le soin, de manière à ce qu'ils puissent être productifs, et puis dans quelque chose qui est beaucoup plus souple aussi, où il n'y a pas de fiche de poste très très claire, on est plus dans l'inspiration que le travail du contremaître qui s'assure que le ballet est bien orchestré. Au final, je ne sais pas t'en donner une définition très claire parce que je trouve qu'elle est plurielle. Et l'image de ratatouille en cuisine, c'est une bonne image pour comprendre les défis de concilier ces deux aspects-là, quoi. J'avais vu, alors je sais plus comment ça s'appelle, ce documentaire, mais justement sur l'évolution de la cuisine et le rôle de certains chefs dans l'évolution de la cuisine qui avait vraiment été crucial au sens où avant, c'était le bazar en cuisine où tout le monde faisait tout le monde faisait rien en même temps, c'était très sale, c'était des conditions vraiment d'exécution qui étaient loin du ballet qu'on peut imaginer aujourd'hui dans des grands restaurants et même dans le restaurant d'à côté avec les normes d'hygiène, etc. Et en fait, il y a quelques grands chefs qui ont eu cette vision en fait, on peut pas faire de la bonne cuisine, du bon, du beau aussi, dans des conditions où il n'y a pas de dignité justement des cuisiniers. Et donc il y a eu un mouvement vraiment de remettre de la dignité, de la propreté et puis aussi de la clarté dans les cuisines. Et c'était vraiment très intéressant et de voir que finalement le rôle du chef avait été certes d'essayer de faire de la bonne cuisine, mais aussi de savoir comment bien utiliser
son outil de production et d'en tirer le meilleur parti tout en prenant soin de son outil de production. Il prenait aussi soin du livrable en gros et des plats qu'il faisait. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu parles aussi de l'outil de production, mais pas forcément tellement de ceux qui l'utilisent. Et aujourd'hui, il y a quand même une crise en cuisine qui est celle du fait que les gens n'acceptent plus qu'on leur crie dessus à longueur de service. Et il y a toute une série de scandales de chefs qui sont accusés de harcèlement, alors que c'est le modèle de fonctionnement qui était dominant en cuisine. Et donc, c'est vrai qu'on a nettoyé les cuisines, mais on est resté dans un modèle très strict, je hurle pour que ça aille vite et je prends pas soin justement des individus. Alors oui, je leur hurle dessus pour qu'ils prennent soin de leur outil de travail, donc c'est nickel. Attention, les normes d'hygiène, la chaîne du froid, etc. Mais du coup, pour que tout ça ce soit nickel, ce qui passait à la trappe, c'est la manière dont on traitait les gens. Et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans les mêmes conditions. Et comment est-ce que tu fais pour avoir un parfait niveau d'exécution, une parfaite maîtrise de la chaîne du froid, zéro défaut, zéro problème, etc., sans hurler sur les gens? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'on a encore du mal parce que la culture est encore imprégnée de ça. Ouais, c'est la nouvelle révolution en cuisine. Alors justement, comment est-ce que tu vois l'évolution du rôle de chef pour aller vers un peu l'image, les valeurs que tu défends pour le monde du travail de demain? On parlait de la dignité, de la fierté, du soin, de la place des femmes aussi et de la valorisation d'une part du travail gratuit des femmes qu'on verra peut-être un peu plus tard dans l'épisode, mais qui est quand même, que tu as un peu mentionné et qui est très très présent dans En finir avec la productivité. Mais tu as tout à fait raison de parler des femmes parce que je pense que c'est notamment elles, mais pas en tant que femmes, mais parce qu'elles étaient peu présentes et que du coup ça se diversifie, qui contribuent à beaucoup transformer l'image qu'on se fait d'un chef, d'une chef, dans ce sens justement d'un style de leadership qui met plus d'accent sur les besoins des gens, de l'équipe, sur l'idée de les servir, voilà, plutôt que d'être servi par eux. Donc quand même une sorte de... On quitte un peu une vision très monarchique pour être beaucoup plus... une vision un peu monarchique qui se concentrait quand même beaucoup sur le pouvoir, sur le contrôle, etc., pour aller vers un leader qui soutient, qui guide, qui inspire, qui fait en sorte de tout mettre à disposition pour que les gens atteignent leur plein potentiel, en fait. Donc voilà, donc cette idée de service, ça nous ramène du côté du support et des fameuses fonctions support. Ce qui est marrant parce que les fonctions support, évidemment, c'est très féminin, c'est très invisible, c'est pas forcément très valorisé. Et on parle jamais du management en termes de fonctions support, en fait. Enfin, assez peu. On voit le management comme étant au sommet, le support, on support, et puis au milieu, il y a les gens qui travaillent. Et en fait, je pense qu'il faudrait opérer ce renversement de mettre le management comme le premier des supports, en fait. Ça renverse beaucoup de choses dans la définition du leadership et de ce que c'est que d'être chef. D'ailleurs, du coup, est-ce que le mot chef peut être décliné comme chef support? C'est une question que peut-être j'ai envie de te poser à toi, d'ailleurs. Est-ce que c'est compatible? Ouais, moi, ma vision du rôle de chef, c'est... toi, tu parlais du chef de cuisine, moi, je parle du chef indien. Pour moi, un chef indien, alors bon, je suis jamais allée dans des tribus indiennes ou autres, mais un peu l'image peut-être d'Épinal qu'on peut en avoir, mais c'est le garant ou la garante de l'harmonie d'une tribu, d'une équipe, et la personne qui sait avoir une vision globale et en même temps qui sait une vision globale du fonctionnement de sa tribu et en même temps bien connaître et avoir des liens privilégiés avec chacun des membres de sa tribu, laisser faire et en même temps avoir parfois une capacité à agir ou à intervenir avec douceur, mais quand même certaine efficacité quand il y a des choses qui vont à l'encontre de cette harmonie. Aussi une vision d'un ou d'une chef qui à la fois ouvre la tribu sur l'extérieur et en même temps la protège. Voilà. Donc pour moi, ce que tu dis, pour moi le chef est déjà quelque chose de très en support et au service en fait de sa tribu et de l'harmonie de sa tribu. Donc bien sûr, chef support pour moi c'est dans la définition, dans ma définition en tout cas.
Et c'est génial parce qu'une grande partie de ce que tu décris sur le chef indien, garant de l'harmonie du groupe, c'est finalement des missions d'un certain nombre des services supports. Garant de l'harmonie, du bon fonctionnement de l'ensemble, parfois aussi s'assurer que chacun des liens, des individus est bien pris en compte. Idéalement, c'est comme ça que ça devrait être. Alors peut-être que j'étais responsable RH, tu vois, j'ai peut-être cette vision du leadership imprégnée de ça. Exactement. Laetitia, j'aimerais aussi avoir ton avis. J'aime bien sur Chef à la fois avoir des éléments un peu d'inspiration, un peu de théorie, puis parfois revenir un peu dans la vraie vie, dans la pratique, et te faire réagir peut-être sur un cas d'usage. Aujourd'hui, quand j'échange avec beaucoup d'entreprises, des grandes, des petites, même des toutes petites, des startups en devenir, je vois la première difficulté que je perçois chez les leaders, c'est la capacité à sortir des critères de réussite dans lesquels ils ont évolué et aussi qu'on leur demande d'atteindre les banques, les fonds d'investissement, etc. On leur demande de piloter la rentabilité, le chiffre d'affaires, le turnover, quand je parle notamment à des RH ou des dirigeants. Moi, j'ai beaucoup aimé ton livre « En finir avec la productivité » avec le sous-titre « Critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail ». Parce que tu nous expliques à travers ce livre comment les indicateurs d'aujourd'hui ont été créés, avec quel biais aussi ils ont été créés, et tu nous ouvres sur peut-être d'autres manières de piloter nos activités business et économiques. Aujourd'hui, toi, si tu étais une chef d'entreprise, peut-être une chef d'entreprise, tu vois, d'une entreprise autour de, je sais pas, 200 personnes, 200-300 personnes, une belle PME, peut-être dans le secteur industriel, quels indicateurs tu suivrais et comment est-ce que tu mesurais l'impact de ton entreprise ? C'est une question qui est très très compliquée à laquelle j'ai pas une réponse parce que à partir du moment où tu as un indicateur, tu finis toujours par l'instrumentaliser, par le manipuler. Un exemple très concret, tu sais que l'index d'égalité qui a été mis en place il y a quelques années maintenant, qui comprend tous ces critères pour mesurer les écarts entre les hommes et les femmes, et cet indicateur, cet index qui mêle plusieurs indicateurs, il a été fait de telle sorte que finalement toutes les entreprises ont des bonnes notes. Et toutes les entreprises ont des bonnes notes parce qu'elles ont appris à le manipuler. Et notamment, alors d'abord parce qu'il y a des questions qu'on ne pose pas. Dans l'index d'égalité, on regarde par exemple les 10 plus hauts salaires. Et 10 plus hauts salaires, c'est 10 personnes, ça se change assez vite, c'est pas très dur en fait. C'est pas très dur. Ça regarde pas combien de femmes parmi le temps partiel dans l'entreprise. Ça ne regarde pas combien de femmes parmi les salaires les plus bas ou des choses comme ça. Et l'un des critères, c'est est-ce que les femmes sont augmentées à leur retour de congé maternité par exemple. Or, très facile, tu mets en place de manière automatique une augmentation de 10 € au retour du congé maternité et la case est cochée. Donc, et puis du coup, finalement, la réalité vécue d'un écart ou d'une différence de traitement entre les hommes et les femmes est effacée par ces indicateurs qu'on a appris à pas exactement bidouiller, parce qu'il y a pas d'arnaque, on le fait, mais ça devient déconnecté finalement de la réalité. Et du coup, l'indicateur en tant que tel devient un objectif qui nous fait oublier ce pourquoi on a créé l'indicateur. Donc, et surtout quand on compare les entreprises entre elles et qu'il y a des notes, etc., et des chiffres qu'on a envie de mettre en avant. Donc, déjà, c'est pour ça que je me méfie énormément des chiffres et des indicateurs et que je pense qu'il faut déjà en avoir plusieurs, une pluralité d'indicateurs que tu vas suivre, ne jamais être esclave de l'un d'eux, et puis les remettre en question très régulièrement pour te rappeler quel était l'objectif. Et ça, c'est cette humilité, un travail quasiment de réflexion que tu dois mener au long cours pour savoir quels sont tes objectifs réels et quels indicateurs tu peux utiliser pour t'aider à aller vers cet objectif, mais ne pas oublier l'objectif réel. Pour moi, si j'étais chef d'entreprise, les indicateurs qui m'intéresseraient le plus seraient ceux qui me donnent des éléments sur l'équilibre vécu par les salariés pour mesurer tout ce qui va pas, des indicateurs de santé qui peuvent être quand même assez très très parlants, des choses qui ne trompent pas, que ce soit les congés pour maladie, que ce soit les absences, que ce soit il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour mesurer médicalement le stress. Alors le stress ponctuel, c'est très bien, c'est normal d'avoir du stress au travail, mais si à un moment tu fais des tests à plusieurs reprises, à plusieurs moments, et il y a des personnes qui sont constamment
complètement au-dessus de la moyenne, tu sais que tu peux agir avant que ces personnes tombent en burn-out, avant qu'il y ait des problèmes. Donc ça fait partie des indicateurs qui seraient importants pour moi, de même que tout ce qui relève du bien-être d'une équipe. Parce que plutôt que d'avoir des indicateurs qui mesurent individuellement la performance, de suivre la performance d'une équipe, parce que ça veut dire que l'information circule bien, que on travaille bien collectivement, qu'on travaille ensemble, qu'on se donne des objectifs qui sont partagés dans l'équipe et qu'on se soutient. Parce que l'incitation, quand tes objectifs sont des objectifs d'équipe, l'incitation est à faire tout pour passer le relais le mieux possible quand c'est nécessaire, pour partager l'information, plutôt que de jouer des coudes pour essayer d'être mieux que le voisin et éventuellement, dans certains cas, de cacher l'information parce que ton collègue est aussi ton concurrent. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a souvent une dissonance cognitive entre des indicateurs qui restent très individuels et des discours sur le collectif qui ne sont pas suivis d'incitations et de mesures incarnées par les indicateurs. Donc désolée, j'ai pas 3 indicateurs très précis à te donner parce que il faudrait que j'en sache plus sur mon entreprise en question. mais tout ça pour te dire que oui, je pense que j'y passerai beaucoup de temps et que j'aurais pas de vérité à asséner sur les indicateurs. D'ailleurs, je vois que beaucoup d'entreprises se posent des questions très fines et très justes et sont beaucoup en fait, dans le doute de savoir quelles données tu collectes, comment tu les collectes, est-ce que c'est pipeau, pas pipeau, est-ce que si je demande aux gens tous les matins, es-tu content, choisis ton smiley, est-ce que ça m'apporte une information utile ou est-ce que c'est du n'importe quoi et je vois qu'il y a beaucoup d'humilité par rapport à ça, souvent sur le terrain, de gens qui en fait ont une réflexion déjà assez aboutie sur la manière de mesurer la performance collective versus individuelle, le bien-être, etc. Et puis face à la montagne de bullshit qui existe sur le sujet, je pense que beaucoup de gens sont conscients qu'il faut faire mieux, quoi. Il y a parfois une difficulté que j'ai, alors en tant que média, que podcasteuse, c'est de voir ce qui est affiché des entreprises, tu vois, avec parfois des labels, avec des discours et des discours qui semblent soutenus par des choses assez tangibles. Et après, quand je creuse, ou quand je rencontre des gens qui vivent, qui sont des collaborateurs de ces entreprises, qui me dépeignent la vraie vie, eux en tout cas la manière dont ils vivent cette réalité. Et en fait, je me rends compte que parfois, avec, on va dire, un même, je reprends le mot indicateur, mais en tout cas une même réalité, en fonction de comment tu la vis et d'où est-ce que tu es dans l'entreprise, tu peux vraiment bien la vivre et avoir l'impression que c'est vertueux, que c'est sain, etc. Ou alors avoir l'impression que en fait non, ça te gâche la vie. Donc ça, forcément, on n'a pas tous les mêmes personnalités, les mêmes sensibilités, on n'a pas tous les mêmes besoins dans nos vies, etc. Mais ce que je trouve aussi parfois difficile, c'est ça, c'est de se dire, en fait, en tant que chef et chef d'entreprise, je peux me dire, est-ce que je fais des choses, ça peut être très bien vécu par certains et beaucoup moins par d'autres. Et donc comment je choisis aussi les bons indicateurs parfois pour mobiliser mes troupes et essayer d'avoir un impact positif, le plus positif possible sur l'équipe et en tout cas ne pas faire trop de mal à ceux qui comprendraient moins là où je cherche à aller. T'en penses quoi de ça ? Est-ce que je trouve que ça peut être une vraie difficulté pour les leaders aujourd'hui ? Mais je suis d'accord qu'il y a souvent de la dissonance cognitive et que là aussi, il faut ramener aux choses plus basiques, c'est-à-dire demander aux gens, demander à tes équipes, les consulter sur tous les points, mais les consulter de manière qualitative, encore une fois, pas uniquement avec une application qui leur permet de cliquer sur l'emoji qui leur dit leur bien-être aujourd'hui, mais des entretiens qualitatifs avec les uns et les autres qui te permettent de vraiment sonder sur le terrain ce qui se passe. Et c'est un peu le chef anthropologue aussi, hein. Le chef anthropologue qui va sur le terrain, qui mène l'enquête, qui écoute, qui est à l'écoute, qui collecte des données de manière vraiment plurielle et multiple. Je pense qu'on devrait se former en tant que chef aux bases de la manière de mener des entretiens en sociologie ou en psychologie. Tu vois, il y avait tout cet apport des sciences humaines. Pour être un bon chef anthropologue, il faut savoir sonder, il faut savoir comprendre aussi les évolutions culturelles, sociales dans ton équipe. Est-ce qu'on devrait pas plus se former là-dessus, faire des sciences humaines et puis notamment tout cet appareil méthodologique, de savoir comment tu poses des bonnes questions, savoir que la manière dont tu poses des questions, ça influence tes réponses, que
Ça, on le sait, hein, quand on a travaillé dans un institut de sondage ou des choses comme ça, on sait très bien que tu changes 3 mots d'une question, le résultat n'est pas le même. Ce qui nous ramène encore une fois au fait d'être très très précautionneux avec les chiffres qui circulent, parce que voilà, c'est toujours biaisé et c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes et avec mille autres données qui prennent d'autres formes qu'un chiffre ou un pourcentage. Ouais, complètement. J'aimerais aussi continuer à t'entendre sur la place des femmes dans le monde du travail de demain. Moi, je me rends aussi compte que même dans des entreprises qu'on va qualifier vraiment de saines, enfin en tout cas de contexte professionnel sain, des entreprises qui font attention aux femmes, à la place des femmes, à la mixité, etc. Même ça reste un challenge pour les femmes d'atteindre et surtout de rester dans des postes à responsabilité. Dans quelle mesure aujourd'hui les chefs d'entreprise peuvent et doivent agir pour rendre leur entreprise plus vivable et plus vivable dans la durée pour les femmes et de manière plus générale pour celles et ceux qui ont envie de sortir un peu des schémas traditionnels des fonctionnements des entreprises un peu hiérarchiques, etc. Oui, c'était un mode de fonctionnement à l'ancienne dans lequel monter les échelons, ça voulait dire tout sacrifier à ta carrière, à ton travail et montrer patte blanche à toutes les étapes. Au fur et à mesure que tu montes, tu montres patte blanche. Et montrer patte blanche, ça veut dire rester tard le soir, faire des emails le week-end, être tout le temps à ton travail et donner une sorte de théâtre, de théâtre de l'engagement, de l'investissement et de la productivité, en se montrant tout le temps en train de travailler. La raison pour laquelle ce modèle-là, il est quand même très en crise et très problématique aujourd'hui, c'est que il a été imaginé à une époque où il y avait une bobonne à la maison. Je schématise avec cette expression un poil provoque parce que c'était moins simple que ça, mais il y avait souvent, c'était quasiment que des hommes qui étaient en position de chef ou en position de monter les échelons de la hiérarchie des organisations, en tout cas au milieu du XXe siècle jusqu'à presque la fin du XXe. Et il y avait, c'était possible, ce surinvestissement dans le travail parce que quelqu'un d'autre s'occupait de tout le reste. Prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, prendre soin de ta maison, prendre soin de tes enfants s'il y a des enfants, prendre soin de tes parents, tes propres parents, c'est ton conjoint, c'est ta femme qui en prenait soin. Puis tout ce qui, que ce soit te nourrir, que ce soit s'assurer que tu as toujours des liens sociaux avec les voisins, les collègues, etc. Tous ces tâches de organiser des dîners, préparer les vacances, s'occuper de la logistique de tout, Et ça tenait pour ça. Ça tenait parce que tes besoins sociaux, psychologiques, physiologiques, physiques, etc., étaient assurés, étaient reproduits par quelqu'un d'autre qui, pour les chefs, plus souvent était à domicile officiellement pas active, ou bien quelqu'un à temps partiel qui consacre quand même plus de temps, ou quelqu'un dont la carrière est numéro 2 et qui mettra toujours les besoins de la carrière numéro 1 au premier plan pour assurer justement la reproduction des besoins de cette personne. Et ce modèle-là, même s'il est encore assez dominant, en tout cas sur carrière 1, carrière 2 dans les couples hétérosexuels, ça reste quand même assez dominant, mais c'est un modèle qui ne tient plus pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls, beaucoup plus de gens qui sont tout seuls, qui sont pas en couple et qui doivent assurer tout seuls leurs besoins dans toutes les dimensions, c'est-à-dire se reposer, se soigner, se manger, s'occuper de leur foyer, faire leurs courses, manger, et s'occuper aussi de leurs besoins sociaux, les liens avec leur famille, avec leurs amis, etc. Et il n'y a personne d'autre pour faire le job. Ça, c'est ceux qui sont tout seuls. Et il y en a de plus en plus. Quand tu regardes l'ensemble des foyers, la taille moyenne des foyers n'a cessé de se réduire au fil des décennies. Le nombre de gens qui vivent seuls aujourd'hui est considérable. Et puis le nombre de gens qui ne sont pas en couple est extrêmement important. Ensuite, tu as des couples de formes différentes, des couples de même sexe, des couples qui vivent séparément, des couples qui se séparent, bref, toutes sortes de familles, des familles recomposées, etc., etc. Si bien que ce modèle-là, on voit qu'il fonctionne plus. Et ça a des conséquences très concrètes sur le travail et sur la définition de la réussite et sur le modèle du chef, parce que en gros, il y a de moins en moins de gens qui peuvent absolument tout sacrifier en supposant que quelqu'un d'autre s'occupe de tout le reste. Parce que on n'est pas si nombreux. Du coup, le vivier des gens qui potentiellement peuvent fonctionner sur ce modèle-là se réduit comme peau de chagrin. Et ça craque à un moment. Et pour beaucoup de femmes, ça craque
parce que les besoins d'à côté finissent par prendre le dessus, et le fait de tout gérer en même temps est absolument impossible. Ça n'a pas été pensé pour, ça n'a pas été fait pour. Donc il est temps qu'on repense le travail en tant que chef, en tant que salarié et en tant que personne aspirant à devenir chef, sur un modèle qui permet d'être tenable, y compris quand on n'a personne pour s'occuper de tout le reste à côté et pour nous soutenir. Est-ce que c'est possible de repenser ce modèle sans aller mettre à des coups de canif dans les indicateurs de productivité et de rentabilité qui régissent encore, mine de rien, le monde d'aujourd'hui? On vit une période de transition et de dissonance cognitive. Tu as bien souligné toutes les dissonances cognitives qui existent. Et en effet, une partie des indicateurs, par exemple ceux qui mesurent la performance individuelle, ils sont très problématiques. Et beaucoup de gens en ont conscience qu'ils sont très problématiques parce qu'ils ne comptent pas un certain nombre de choses. Donc, tu as des écarts entre personnes d'une même équipe en termes de performance. Quelqu'un qui a fait des tâches pour le collectif est pénalisé dans le fait de ne pas atteindre ses objectifs individuels parce que a passé plus de temps à faire des choses pour le groupe. Si tu as passé du temps à faire quand t'es pas RH, tu as passé des temps à faire des tâches RH pour le groupe, à regarder des CV, à faire passer des entretiens ou à préparer, le séminaire de la rentrée pour les équipes avec l'équipe RH, tu as fait des trucs pour le groupe. Et du coup, ça te prend du temps. Et le temps que tu passes à faire des choses pour le groupe, tu ne peux pas atteindre tes objectifs individuels. Or, ces tâches pour le collectif, elles sont nécessaires, elles assurent l'harmonie du groupe dans ce chef indien, elles sont indispensables. Mais donc, si ça rentre en contradiction avec la poursuite de tes objectifs, par exemple commerciaux, etc., si on dit que tu vois, t'as pas atteint le nombre d'heures facturées quand tu vends tes heures, comme les avocats, les consultants, etc. Et que à côté, on t'a demandé de participer à des tâches pour le collectif et puis de préparer le séminaire de septembre pour toute l'équipe. Il y a un truc qui va pas, qui est vraiment problématique. Et ce qui est fou, c'est que même quand tout le monde a l'air d'être logé à la même enseigne, les indicateurs de mesure de la performance fonctionnent pas tout à fait bien et ont des gros angles morts. Par exemple, dans les équipes commerciales, bien sûr qu'il y a des bons vendeurs et des mauvais vendeurs. C'est vrai, il y a des gens plus talentueux que d'autres en la matière. Mais le chiffre d'affaires que tu vas faire dépend pas uniquement de ton talent. Ça dépend des dossiers qu'on t'a donnés, des grands comptes, du moment où tu es arrivé dans l'équipe, qui est-ce qu'on t'a filé. Et quand tu viens d'arriver, que tu es jeune, que tu es une femme, etc., et qu'on te file tous les clients chiants, tous ceux qui chipotent, tous ceux qui disent oui mais non mais peut-être, à qui il faut envoyer 50 mails, etc., t'es pas à égalité parce que le travail qu'on t'a donné, la matière qu'on t'a donnée n'est pas la même. Et là aussi, l'indicateur qui a l'air d'être indiscutable, le chiffre d'affaires par individu, il l'est pas du tout parce qu'on n'a pas les mêmes charges de travail. Sans compter toutes les petites tâches du quotidien, et même les petites corvées de la vie du travail qui sont réparties de manière souvent inégalitaire, un peu comme à la maison finalement. Et donc du coup, le rôle de chef, pour faire un peu évoluer ça, c'est quoi? C'est déjà de prendre conscience des différences, de prendre conscience et d'être attentif aux conditions de travail des uns et des autres en fait. Et de pas calquer le modèle qu'on connaît d'avant, de présentéisme, de tout ça, et s'ouvrir l'esprit déjà. Déjà une bonne dose d'esprit critique par rapport aux indicateurs. Si tu as un indicateur et que tu vois qu'il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes, tu peux peut-être te dire qu'il y a un anguille sous roche. Il y a peut-être un souci. Non, ce n'est pas vrai, les femmes sont pas toutes plus nulles que les hommes. Donc s'il y a un indicateur qui montre que c'est qu'il y a un petit problème, si tu as des gros écarts d'une équipe à l'autre sur un certain nombre d'indicateurs, gardez un gros esprit critique et puis ton œil d'anthropologue pour savoir les analyser. Après, c'est un gros chantier dont moi je suis assez convaincue qu'il est essentiel de répertorier justement toutes ces tâches non valorisées qui peuvent pénaliser les gens dans la poursuite de leurs objectifs individuels et ou arrêter avec les objectifs individuels et les mesures individuelles de la performance. Parce que un membre d'une équipe, si ce membre de l'équipe ne fonctionne pas, en fait, tout le monde te le dira, t'en auras le retour. T'as pas besoin d'avoir des indicateurs individuels pour savoir qu'il y a un passager clandestin.
parce qu'on me rétorque toujours le problème des passagers clandestins. C'est-à-dire les gens qui foutent rien dans l'équipe et qui, du coup, parce qu'il n'y a plus de performance individuelle, de mesure individuelle, vont pouvoir se la couler douce. Non, ça marche pas comme ça parce que tu es responsable vis-à-vis des membres de ton équipe. Et pour qu'ils acceptent de faire le taf à ta place parce que tu as un problème à la maison ou je ne sais quoi, c'est qu'ils savent que tu vas leur rendre l'appareil la semaine d'après, le mois d'après. C'est qu'il y a une relation de confiance qui vous lie et qui fait que ça peut fonctionner. Si c'est un vrai passager clandestin qui plus est avec un comportement toxique, etc., ça passera pas. L'information va remonter d'une manière ou d'une autre. Donc, a-t-on vraiment besoin d'avoir toujours ces indicateurs très individualistes, individualisés, qui causent des externalités négatives, alors qu'on devrait créer des incitations en tant que chef pour que l'équipe fonctionne bien de manière collective, pour qu'elle s'entraide, pour que justement quelqu'un prenne la place de quelqu'un d'autre quand t'es pas en forme ou que t'es malade, qu'il y ait quelqu'un qui assure quand t'es pas là. Et pour ça, il faut des relations de confiance hyper fortes et il faut être sûr de marcher dans la même direction. Ouais, c'est sûr. On revient à la notion de renforcer les liens, en fait. Et le soin. Tu disais aussi tout à l'heure, ouais. J'ai 2 dernières questions pour toi, Laetitia. Toujours un peu sur le volet féministe. On vit quand même dans une époque où on a des avancées historiques pour le droit des femmes et en même temps des reculades aussi historiques. Simone de Beauvoir disait « Personne n'est plus arrogant envers les femmes et agressif et méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. » Parfois, j'aurais aussi envie de rajouter « et pour son poste de dirigeant ». Qu'aimerais-tu dire à ceux qui se sentent menacés ? En général, le fait d'être chef, si c'est vu comme le sommet de la pyramide, c'est vu comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde et donc c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire le nombre de PDG du CAC 40, il y en a un nombre qui ne change pas, qui est limité. Et si tu mets plus de femmes, ça veut dire moins d'hommes PDG du CAC 40. Et ça, cette espèce de vision du jeu à somme nulle, elle est très imprégnée par le côté très pyramidal, il y en a de moins en moins, plus tu montes dans la hiérarchie. Si tu changes de vision et que tu vois le leadership support, enfin voilà, les chefs indiens, d'un coup, tu te dis que c'est pas un jeu à somme nulle puisque ce qui se joue, c'est les interactions, c'est le filet, ce filet protecteur dont tout le monde bénéficie. Donc, en renforçant ces liens, le fait d'être bien ensemble, tout le monde en profite. Pourquoi les hommes adorent-ils travailler dans des groupes plus féminins ? Ce qui est pas vrai de l'inverse d'ailleurs. Parce qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien dedans parce que ces valeurs-là qu'on a inculquées à beaucoup de femmes, de justement prendre soin des autres et tout, il n'y a rien de génétique là-dedans, hein, je ne dis pas que c'est inné, ils en profitent largement. De même, tout ce qui est revendiqué soi-disant au nom des femmes et des mères, l'équilibre des temps de vie, les crèches, machin, etc., les hommes en profitent. Toutes ces choses-là, ils en profitent. D'ailleurs, dans les univers féminins, il y a le phénomène inverse de la falaise de verre, c'est l'ascenseur de verre. C'est-à-dire qu'ils sont tellement promus, chouchoutés, etc. Les hommes dans les milieux de femmes cartonnent, en fait, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc la mixité, elle amène à un mieux vivre pour tout le monde quand on fait évoluer la définition du chef, quand on fait évoluer le modèle d'organisation et surtout ce rapport au temps qui exige un sacrifice total, un présentéisme, un théâtre de la productivité, etc. Puis tout ce dont on a parlé. Donc ça reste un vœu pieux, hein, parce que évidemment, si tu as l'œil rivé sur les postes des quelques postes de chef tout en haut de la pyramide de grandes organisations, ça c'est un jeu à somme nulle. J'avais discuté il n'y a pas très longtemps avec une chercheuse en mobilité. Et donc cette chercheuse en mobilité, elle me disait que dans les pays scandinaves, ils ont une culture de la mixité qui est quand même assez forte et une attention à ce sujet-là qui est assez fort. Ils s'étaient dit que la manière dont ils géraient les routes quand il neigeait, ça, il y avait pas de sujet de homme ou femme. Puis ils se sont dit, en fait, on va quand même aller vérifier qu'il n'y a pas de sujet. Ils se sont rendus compte que quand il neige, ils déneigent, les services municipaux déneigent en priorité les routes, pas les trottoirs. Et en fait, ça pénalise énormément la mobilité des femmes. Parce que les femmes se déplacent moins en voiture, la voiture est souvent plus encore attribuée à l'homme. Les femmes aiment moins se déplacer en voiture quand les conditions sont pas bonnes. Donc, en fait, quand il neige, elles se déplacent moins. Par contre, elles vont plutôt privilégier la marche et les transports en commun, qui soit est leur mode de transport habituel, soit est le mode de transport qu'elles estiment être le plus sûr quand il neige.
Et sauf que si on déneige pas les trottoirs, en fait c'est accidentogène pour elles, accidentogène pour aussi les enfants dont elles ont souvent la charge, et donc ça limite vraiment les jours de neige, la mobilité des femmes, et donc parfois on avait plus d'absentéisme des femmes dans les entreprises, etc. Et donc ils ont décidé de faire l'inverse, ils ont décidé de déneiger en priorité les trottoirs dans certaines villes et ensuite les routes. Et en fait ils se sont rendus compte que non seulement il y avait une amélioration de la mobilité des femmes, mais aussi beaucoup plus d'hommes dans les transports en commun. Et donc, in fine, c'était aussi bien meilleur pour l'impact carbone. Et puis, voilà. Donc, ils se sont rendus compte qu'en améliorant de toute façon la mobilité des femmes, ils amélioraient la mobilité de tout le monde, et y compris, je te passe des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc., qui passaient complètement aussi sous le radar de la mobilité si on déneige que les routes. Les analyses des infrastructures urbaines sous le prisme du genre sont vraiment montées en puissance depuis quelques années, justement avec cette idée que les mobilités sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes, parce que les femmes soignent tout le monde. Donc elles ont plein de petits trajets, amener un enfant à l'école, faire les courses, aller voir leur vieille mère, aller faire, toutes sortes des petits trajets comme ça, parce qu'il faut toujours déposer quelqu'un quelque part. Donc c'est vraiment des trajets un peu en étoile ou en toile plutôt, alors que la notion des trajets pendulaires de je vais de la maison au travail, typiquement, les grands axes pour aller de je sais pas où à la Défense, bref, que tout ça c'est vraiment pensé sur un modèle du travailleur masculin. Et ces réflexions avec le prisme du genre, elles sont relativement nouvelles, et je trouve qu'elles n'ont pas encore complètement imprégné le monde de l'entreprise. Parce que on a d'un côté, tout ce qui est diversité, inclusion, association féminine, machin, etc. Les temps de vie, c'est pour les femmes. Et on n'a pas encore, généralisé ce que tu viens de décrire sur les réflexions scandinaves en matière de gestion de la ville et de gestion des transports. Alors que tout l'arsenal conceptuel, intellectuel, il est déjà là, parce que les urbanistes, il y a une géographie, ça existe, la géographie féministe et l'urbanisme féministe et l'architecture féministe, et il n'existe pas encore complètement d'organisation du travail féministe au sens de qui analyse avec le prisme du genre, pas qui est pour les femmes, qui est pour tout le monde, qui analyse avec le prisme du genre. Exactement. Ma dernière question pour toi, Laetitia. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui construisent le monde de demain, qui sont pleins d'optimisme, comme moi, mais qui doutent parfois de leur impact ? Continue d'être optimiste, parce que c'est un moteur, et qu'on vit mieux, et que quand on vit mieux et qu'on est mieux, on est beaucoup plus armé pour aider les autres, pour les soigner et pour avoir un impact positif. Donc non, ça marchera pas à chaque fois, mais le fait d'être bien, ça aide à mieux s'occuper des autres. Donc prendre soin de soi aussi. En tant que chef. Prendre soin de soi aussi. Pas forcément en premier, mais avec les autres. Merci beaucoup Laetitia pour notre échange. Merci Sophie. Alors qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Laetitia Vito ? De mon côté, je retiens quelques phrases clés qui vont me servir de trame pour le débrief. Moi, au cœur de ma définition, je mets la notion de soin, en fait, dans ma vision de ce que c'est que l'impact. Le fait de soigner, réparer, relier, recycler. Donc c'est pas apporter quelque chose de nouveau, de supplémentaire, de machin, c'est prendre ce qui est là et le relier. J'aime beaucoup cette définition de l'impact parce qu'elle parle de lien. Et si vous écoutez les épisodes de Chef depuis le début de cette 3e saison, vous savez qu'absolument tous les épisodes parlent de lien. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes invités. Et c'était pas un critère de choix. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire de se poser la question individuelle en tant que chef. Comment puis-je être acteur ou actrice de liens autour de moi ? Et comment est-ce que je nourris des liens forts avec les personnes qui m'entourent ? J'aime aussi cette définition parce qu'elle parle d'écologie. Quand Laetitia dit qu'il n'y a pas besoin de créer de choses nouvelles, mais de faire les liens avec ce qui est déjà présent, de manière très pratico-pratique. L'épisode précédent avec Maud Sarda de Label Emmaüs illustre très bien cette philosophie. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Un leader qui soutient, qui guide, qui inspire, qui fait en sorte de tout mettre à disposition pour que les gens atteignent leur plein potentiel, en fait.
Donc voilà, donc cette idée de service, ça nous ramène du côté du support et des fameuses fonctions support. On parle jamais du management en termes de fonctions support en fait, enfin assez peu. Mais on voit le management comme étant au sommet, le support, on support, et puis au milieu il y a les gens qui travaillent. Et en fait, je pense qu'il faudrait opérer ce renversement de mettre le management comme le premier des supports, en fait. Ça renverse beaucoup de choses dans la définition du leadership et de ce que c'est que d'être chef. D'ailleurs, du coup, est-ce que le mot chef peut être décliné comme chef support ? Là encore, j'aime cette vision du rôle de chef support et non de chef supporté ou de chef servi. Si avoir un impact positif, c'est créer des liens et en prendre soin, le rôle de chef est donc de créer des liens avec chaque membre de son équipe et de prendre soin de ces liens et de ses équipes. Alors certes, on n'a pas dit que c'était simple tous les jours, on n'a pas dit non plus que c'était ouvert à tout le monde ou tout le temps. Ça me rappelle quand j'étais RH, avant chaque nomination d'un nouveau manager, je lui posais cette question. Est-ce que tu es prêt à t'occuper des autres ? À t'occuper des congés, des bobos, des déceptions, à dire bravo et merci aussi. Je lui posais cette question car pour moi, prendre soin des autres, ce n'est pas dire quoi faire ou simplement donner une augmentation à la fin de l'année. C'est bien s'occuper des bobos, comme j'aime le dire, du quotidien. Donc si on n'est pas prêt à le faire, si on n'a pas envie de le faire, il vaut mieux peut-être s'abstenir d'être chef. En tout cas pour l'instant, et ça ne veut pas dire qu'on ne le sera jamais. À partir du moment où tu as un indicateur, tu finis toujours par l'instrumentaliser, par le manipuler. On parle ici à ceux et à celles qui aiment prendre soin des gens, mais qui ont aussi une charge de pilotage. Notre rôle de chef de bord ou de chef de navire, c'est effectivement de faire en sorte que nos équipes sachent dans quelle direction aller. Et pour cela, c'est important d'avoir des indicateurs qui nous permettent de donner la bonne direction dans laquelle aller. Je retiens le conseil de Laetitia, qui est de ne pas suivre un seul indicateur, d'être prudent, ce que disent les chiffres ou bien certains labels, d'affiner également nos indicateurs en fonction de l'impact que nous avons envie d'avoir et d'en changer régulièrement pour changer aussi de point de vue. Donc il est temps qu'on repense le travail en tant que chef, en tant que salarié et en tant que personne aspirant à devenir chef sur un modèle qui permet d'être tenable, y compris quand on n'a personne pour s'occuper de tout le reste à côté et pour nous soutenir. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette dernière phrase, si ce n'est que je retiens la très forte invitation de Laetitia à faire évoluer le monde du travail. Car les règles qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui ne correspondent plus du tout à la réalité de notre société actuelle. Donc pour celles et ceux qui parfois doutent de la nécessité des transformations, ceci est un rappel du sens de nos actions. J'espère que vous l'apprécierez et qu'il sera une source de motivation. Voilà, nous arrivons au terme de ce débrief et donc de cet épisode. Si cette conversation avec Laetitia Vito vous a plu, dites-le nous sur LinkedIn où Laetitia et moi sommes très actives. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chef.